Eh les amis, vous êtes sur Crimo. L'affaire que je vous présente aujourd'hui a tous les ingrédients d'un thriller américain, sauf qu'elle est réelle, documentée, et qu'elle s'est terminée dans une cour d'assises du Texas devant 12 jurés. Anna Moria Wilson, connue de tous dans le monde du cyclisme sous le prénom de Mo. Née le 18 mai 1996 à Littleton, New Hampshire, grandie à Kirby, Vermont, diplômée de l'université de Dartmouth, l'une des plus prestigieuses des États-Unis, en ingénierie, promotion 2019. Ancienne skieuse de compétition de niveau national, reconvertie au cyclisme gravel, une discipline de course sur route mixte qui explose en popularité aux États-Unis depuis quelques années. Mo Wilson n'était pas seulement une athlète, elle était ce genre de personnage rare, quelqu'un que les autres décrivent invariablement avec les mêmes mots, lumineuse, généreuse, présente, le genre de personne qui entre dans une pièce et la remplit sans effort. En mai 2022, elle est en pleine ascension professionnelle. Elle vient de s'installer à San Francisco pour travailler chez Specialized, l'un des plus grands fabricants de vélos au monde. Elle est invitée à Austin, Texas, pour participer à une course gravel à Aiko, à l'ouest de Fort Worth. Elle prévoit d'y rester quelques jours. Elle loge chez son amie Caitlin Cash. Elle a son vélo de compétition, 14 000 $, avec elle. Ce week-end devait être une étape dans une belle carrière. Voici ce que les officiers ont enregistré sur leur caméra corporelle quelques minutes après être entrés dans l'appartement de la rue Maple Avenue, le soir du 11 mai 2022. Je traduis. Elle a une entaille sur le genou. Il lui manque quelque chose à la tête. Il y a du liquide céphalo-rachidien sur le sol. Les balles ont traversé son crâne. 3 balles. 2 à la tête, 1 dans la poitrine. Tirée alors que Mo Wilson était déjà au sol, selon le rapport d'autopsie. Quelqu'un lui a tiré dessus avec une précision froide et méthodique. Cette nuit-là, les enquêteurs d'Austin identifient rapidement leur suspect principal. Pas un rôdeur, pas un voleur de vélo, une femme, 34 ans, professeure de yoga, la petite amie de l'ex de Mo, Caitlin Armstrong, qui, au moment où les policiers frappent à sa porte pour la première fois, est déjà en train de préparer sa fuite. Il y a un détail dans cette affaire que je veux vous montrer dans environ 35 minutes. Un détail retrouvé dans les données de navigation de son téléphone, une recherche faite depuis le Costa Rica, où elle s'était réfugiée après le meurtre. Une seule recherche Google, 5 mots, qui vont tout dire ce qu'on a besoin de savoir sur l'état d'esprit de Caitlin Armstrong pendant sa fuite. Je vous en parle dans la deuxième moitié de cette vidéo. Restez avec moi. Bienvenue pour une nouvelle histoire horrible. Austin, capitale du Texas. Environ 1 million d'habitants. Une ville qui a explosé démographiquement dans les années 2010 et 2020, portée par l'afflux de start-up, de jeunes professionnels, de la scène musicale et d'une culture outdoor intense. Austin est une ville de vélo, de course, de triathlon, de fitness. C'est là que des milliers de cyclistes s'entraînent chaque matin sur les routes de barrages et de campagne des environs. C'est là que des professionnels du cyclisme viennent régulièrement pour s'entraîner, s'installer ou passer pour des courses. C'est dans ce milieu compact, interconnecté, où tout le monde se connaît, que cette histoire prend racine. Mo Wilson est une outsider qui est en train de devenir une figure centrale du cyclisme américain. Sa trajectoire est remarquable. Après des années de ski de compétition, elle bascule vers le gravel cycling, ce mélange de courses sur route et de tout-terrain, qui est en train de devenir l'un des sports les plus populaires aux États-Unis. En quelques saisons, elle accumule des victoires sur des courses majeures. Elle est suivie de milliers de personnes sur Strava, l'application sportive sur laquelle les cyclistes partagent leurs entraînements. En mai 2022, elle n'est pas encore au sommet de sa carrière. Elle monte, elle court bien, et elle est dans ce moment de vie où tout semble possible. Elle arrive à Austin le 10 mai 2022. Elle a une course à Aiko le 14. Elle a quelques jours devant elle. Colin Strickland, cycliste professionnel reconnu dans la scène gravel américaine, 35 ans au moment des faits, résident d'Austin. Colin et Mo se sont rencontrés dans ce petit monde du cyclisme où les chemins se croisent souvent.
En octobre 2021, ils ont eu une brève relation romantique d'1 mois, pendant laquelle Colin était séparé de sa petite amie principale. Parce que Colin avait une petite amie principale, Caitlin Armstrong, avec qui il vivait. Les détails de cette période sont importants et inconfortables. Pendant sa rupture avec Colin, Colin a eu cette relation avec Mo. Puis il est retourné avec Caitlin en novembre 2021. Mais il a continué à parler avec Mo, à l'appeler quand elle passait à Austin, à lui envoyer des messages. Ce qu'il n'a pas fait, en parler à Caitlin. Il avait même changé le prénom de Mo dans son téléphone pour ne pas que Caitlin le remarque. Caitlin Armstrong, née le 21 novembre 1987 à Livonia, Michigan, 34 ans au moment des faits. Professeure de yoga à Austin, elle donne des cours dans plusieurs studios de la ville. Physiquement, c'est une femme athlétique, grande, aux cheveux bruns. Elle partage la vie de Colin Strickland depuis plusieurs années. Ils ont vécu ensemble, ils ont des finances communes. Caitlin Armstrong aime Colin Strickland, profondément, intensément. Et selon plusieurs témoins entendus pendant le procès, cet amour comporte une dimension possessive et explosive qui éclate régulièrement. Un témoin anonyme contacte la police dans les jours qui suivent le meurtre de Mo. Ce témoin anonyme raconte que début 2022, en apprenant que Colin avait eu une relation avec Mo pendant leur rupture, Caitlin Armstrong était en colère, tremblait de rage, et qu'elle avait dit mot pour mot qu'elle voulait tuer Mo. Ce témoignage va jouer un rôle crucial dans l'enquête. Avant de continuer, un mot sur le milieu où cette histoire se déroule, parce qu'il explique beaucoup. Le gravel cycling est une discipline cycliste hybride qui combine la route et le tout-terrain. Les courses se déroulent sur des chemins de terre, de gravier, des routes forestières. C'est un sport physiquement très exigeant, avec des épreuves qui peuvent durer des heures. Ce qui caractérise ce milieu, c'est sa relative petitesse par rapport aux grandes disciplines comme le Tour de France. Les pros du gravel se connaissent tous. Ils se suivent sur Strava, ils s'entraînent parfois ensemble, ils se retrouvent sur les mêmes courses. C'est une communauté soudée, où les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle sont floues. Colin Strickland est une figure établie de ce milieu. Mo Wilson était en train de devenir une. Et Caitlin Armstrong, la petite amie de Colin, gravitait autour de ce monde sans en faire vraiment partie. Ce qui, selon certains observateurs, a peut-être accentué son sentiment d'exclusion face à Mo. Le 11 mai 2022, Mo Wilson est à Austin depuis 24 heures. Colin lui envoie un message pour lui proposer d'aller nager ensemble, à Deep Eddy Pool, une piscine en plein air emblématique d'Austin. Elle accepte. Caitlin Armstrong ne sait pas que Mo est en ville. Ou peut-être que si. Il est 17h. Mo Wilson quitte l'appartement de Caitlin Cash, rue Maple Avenue, à pied. Elle va rejoindre Colin Strickland. Ils ont prévu de nager ensemble à Deep Eddy Pool, puis de dîner. Ce que Caitlin Cash sait. Son amie va passer la soirée avec Colin. Elle lui laisse les clés, elle part, elle aussi, dîner avec des amis. Ce que personne ne sait encore, Caitlin Armstrong sait que Mo est en ville. Voici comment elle le sait. Elle traquait le compte Strava de Mo Wilson. Ce réseau social pour sportifs affiche la localisation des entraînements et courses. Caitlin avait accès à ce compte et les données extraites de son téléphone pendant le procès montreront qu'elle le consultait régulièrement, plusieurs fois, depuis des mois. Colin a menti à Caitlin sur ses plans ce soir-là. Selon la déclaration sous serment de la police, il lui avait dit qu'il serait occupé. Il n'avait pas mentionné Mo. Mais Caitlin savait. Il est 17h. Colin et Mo nagent à Deep Eddy. Ils passent une bonne soirée, rien de romantique ce soir-là, ce sont deux anciens amants qui se retrouvent comme de vieux amis. Il est environ 19h30. Ils quittent Deep Eddy et vont dîner chez Pool Burger, un restaurant d'Austin. Ils mangent, ils parlent. Il est environ 20h30, 21h. Colin dépose Mo, rue Maple Avenue, il la salue, il repart vers son domicile. Il envoie un SMS à Caitlin. « Tu es encore dehors ?» Caitlin répond, elle avait un rendez-vous chez une esthéticienne pour une épilation laser à 19h. Elle lui propose de se retrouver. Colin ne répond pas tout de suite. Il dit qu'il rentre chez lui. À 21h21, Caitlin Armstrong arrive à leur domicile. Elle porte une tenue de yoga et tient un tapis de yoga. Colin ne lui posera pas de questions sur sa soirée. Reprenons.
Caitlin Armstrong sait que Mo est en ville. Elle a traqué son compte Strava, elle connaît l'adresse où Mo loge, elle a peut-être suivi Colin la journée, elle sait que Colin a retrouvé Mo ce soir. Et pendant que Colin et Mo dînaient chez Poolburger, son téléphone était éteint, délibérément. Elle pensait que couper son téléphone effacerait ses traces de déplacement. Ce qu'elle ne savait pas, les caméras de surveillance du quartier de Maple Avenue allaient tout capturer. Quand les premiers officiers arrivent sur les lieux, ils découvrent Mo Wilson inconsciente dans la salle de bain de l'appartement. Il y a du sang sur le sol, sur le mur, sur le plafond. Les officiers constatent immédiatement la gravité des blessures. Un officier sort et rapporte à son supérieur du liquide céphalorachidien sur le sol. Les balles ont traversé le crâne. Ce liquide entoure le cerveau. Sa présence sur le sol signifie une chose précise. Les blessures sont fatales et Mo Wilson est déjà décédée au sens clinique, même si elle respire très faiblement. Les officiers notent l'absence du vélo de Mo dans l'appartement. Un vélo de compétition à 14 000 $, une cible potentielle pour un vol. Pendant quelques minutes, l'hypothèse d'un cambriolage tourne dans la pièce. Puis, un officier fouille les bois voisins. Et il trouve le vélo, abandonné, à quelques dizaines de mètres. Posé là, comme laissé exprès. Comme pour que les enquêteurs le trouvent et partent dans la mauvaise direction. Quelqu'un a planifié ça. Revenons à 21h59 environ. Caitlin Cash rentre de son dîner. Elle appelle Mo, pas de réponse. Elle entre. Elle avance dans le couloir. Mon amie est dans ma salle de bain et il y a du sang partout et je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle respire. Non, elle respire. Les paramédics arrivent dans quelques minutes. Les officiers aussi. Caitlin Cash est immédiatement identifiée comme témoin crucial. Elle est la seule personne présente dans l'appartement au moment de la découverte. Les officiers effectuent un test de résidus de poudre sur ses mains, le fameux test GSR, Gunshot Residue Test. Résultat, négatif. Caitlin Cash est innocentée comme auteur. Mais elle leur donne une information décisive. Le dernier contact connu de Mo, c'est Colin Strickland. Les officiers se mettent en route pour aller parler à Colin Strickland. Et quand ils arrivent devant chez lui, ils voient quelque chose dans l'allée. Une Jeep noire. Le même véhicule que les caméras de surveillance du quartier de Maple Avenue ont capturé garé dans la ruelle derrière l'appartement de Caitlin Cash environ 20 minutes avant que Mo soit tué. Les officiers sonnent chez Colin Strickland. Il ouvre la porte. Il ne sait pas encore ce qui s'est passé, ou il fait semblant. Un officier lui annonce sobrement que Mo Wilson est décédé et que c'est une enquête criminelle. Colin demande comment. L'officier lui dit que c'est une affaire ouverte. Ce que les officiers remarquent immédiatement, Colin Strickland est incapable de les regarder en face. Son regard fuit. Il regarde ses mains, le sol, la fenêtre. Ce comportement peut s'expliquer de deux façons. Soit il est en état de choc, il a passé la journée avec Mo, il vient d'apprendre sa mort, soit il a quelque chose à cacher. Les officiers notent aussi le Jeep noir dans l'allée. Colin leur dit spontanément qu'il appartient à Caitlin, sa petite amie. Ce Jeep, immatriculé au nom de Caitlin Armstrong, correspond au véhicule filmé par les caméras de surveillance du quartier de la rue Maple Avenue. Avant de vous montrer comment les interrogatoires se déroulent, voici quelque chose d'important à comprendre sur la méthode des enquêteurs dans ce type d'affaires. Quand un suspect est auditionné, les enquêteurs disposent souvent déjà d'éléments qu'ils ne révèlent pas. Ils posent des questions dont ils connaissent partiellement la réponse, non pas pour apprendre, mais pour voir si le suspect ment et sur quel point précis. Cette technique s'appelle le Strategic Use of Evidence, l'utilisation stratégique des preuves. L'idée est simple. Si vous révélez tout ce que vous savez d'emblée, le suspect adapte immédiatement ses mensonges aux preuves. Mais si vous gardez vos cartes cachées, les mensonges spontanés du suspect créent des contradictions qu'il ne peut plus corriger ensuite. C'est exactement ce que les enquêteurs vont faire avec Colin Strickland, puis avec Caitlin Armstrong.
2 jours après le meurtre, Colin est de nouveau convoqué. Cette fois, il a amené son avocat. Les enquêteurs l'interrogent sur Caitlin, ses habitudes, sa personnalité, leurs relations. Colin décrit une relation compliquée. Une femme jalouse, possessive, personne d'autre ne peut avoir. Il admet qu'il avait changé le nom de Mo dans son téléphone pour éviter que Caitlin ne le voie. Il admet qu'il lui avait caché sa journée du 11 mai. Les enquêteurs lui posent la question directement, « Est-ce que Caitlin est capable de faire du mal à quelqu'un ?» Colin répond, « Non, je ne le crois pas. Si j'avais pensé qu'elle était capable de faire du mal à quelqu'un, je me serais retiré de cette relation. » Ensuite, les enquêteurs lui demandent où Caitlin avait acheté ses armes à feu. Colin répond, « Je les ai achetées moi, en décembre, début décembre. Il y a les reçus. L'une pour moi, l'une pour Caitlin. » Un pistolet Sig Sauer P365, calibre 9 mm. L'analyse balistique confirmera que les douilles retrouvées sur la scène de crime correspondent à ce modèle exact. Le surlendemain du meurtre, les enquêteurs apprennent qu'il existe un mandat actif contre Caitlin pour un délit mineur, une affaire de vol de service datant de 2018. C'est le prétexte légal dont ils ont besoin pour l'interpeller et l'amener en salle d'interrogatoire. Elle est arrêtée devant son domicile, menottée, conduite au commissariat. La détective Connor entre dans la salle, ton décontracté, souriant. Elle minimise immédiatement la raison de la présence de Caitlin. Vous êtes ici pour un mandat pour vol de service, quelque chose de mineur. Mais comme vous êtes là, j'aimerais juste discuter de quelques détails liés à votre petite amie Colin. L'objectif est clair, créer un sentiment de sécurité. Faire croire à Caitlin qu'elle est là pour une broutille, pas pour un meurtre. Mais Caitlin Armstrong ne se laisse pas aller. Elle est tendue. Ses mains sont immobiles sur la table. Son regard est fixe. Et là, un incident judiciaire majeur. La détective vérifie le mandat et découvre que la date de naissance sur le mandat ne correspond pas à celle de Caitlin. C'est un autre Caitlin Armstrong. Le mandat n'est pas le sien. Elle n'est plus en état d'arrestation. Elle est libre de partir à tout moment. La détective tente de soulever la situation. Elle dit « Votre véhicule a été vu à proximité de l'endroit où votre ami est décédé. J'aimerais vraiment avoir votre version des faits. » Caitlin ne répond pas sur le fond. Elle dit qu'elle veut un avocat. Elle dit qu'elle veut partir. « Je voudrais partir si je suis libre de partir. » La détective insiste « Si vous partez maintenant, on n'a que la version de Colin, et ce qu'il nous a dit ne vous place pas dans une bonne position. » Caitlin se lève. Et elle sort. Ce moment, Caitlin Armstrong qui se lève et qui sort sous les yeux des enquêteurs est l'un des moments les plus étudiés de cette affaire. Parce qu'il y a 2 façons de le lire. La première, c'est le comportement d'une personne innocente qui connaît ses droits, qui a été arrêtée par erreur et qui refuse de parler sans avocat. Ce comportement est légalement exemplaire et ne prouve rien. La deuxième, les données qui vont être extraites de son téléphone dans les heures qui suivent vont montrer qu'au moment où elle parle avec la détective Connor, elle a déjà commencé à planifier sa fuite. Ces 2 lectures ne sont pas incompatibles. On peut refuser légitimement de parler à la police et préparer une fuite en même temps. Ce n'est pas la légalité du geste qui est en question. C'est ce qu'il dit sur ce qu'elle sait. Dans les jours qui suivent le meurtre, les enquêteurs assemblent un tableau précis des déplacements de chacun le soir du 11 mai. Ils croisent 3 sources de données. Les données téléphoniques des bornages, les données GPS extraites du système d'infodivertissement du Jeep de Caitlin, oui, les voitures modernes enregistrent leurs déplacements, et les images de surveillance de la rue Maple Avenue et des rues adjacentes. Ce que cette cartographie révèle est sans appel. Colin Strickland. Son téléphone le place à Deep Eddy Pool dans l'après-midi, puis dans le quartier de Maple Avenue en début de soirée quand il dépose Mo, puis en route vers son domicile avant 21h. Ces déplacements correspondent exactement à ce qu'il a déclaré. Colin Strickland est définitivement écarté. Caitlin Armstrong.
Son téléphone est éteint pendant une fenêtre de temps précise, la soirée du 11 mai, exactement pendant la période où le meurtre a eu lieu. Elle avait manifestement voulu effacer ses traces numériques. Mais les caméras, elles, ne se sont pas éteintes. Un Jeep noir immatriculé au nom de Caitlin Armstrong est filmé dans la ruelle derrière la rue Maple Avenue. Il arrive, il s'arrête. Il reste garé pendant environ 30 minutes, puis il repart quelques minutes après que des voisins entendent des cris et ce qui ressemble à des coups de feu. Le système GPS du Jeep lui-même, extrait lors de la perquisition, confirme cette trajectoire point par point. Les douilles retrouvées sur la scène de crime correspondent à un pistolet de calibre 9 mm. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour le domicile de Colin et Caitlin. Ils trouvent un pistolet Sig Saucer P365, l'arme que Colin avait achetée pour Caitlin en décembre 2021. Les expertises balistiques confirment. Les caractéristiques de rayures de l'arme sont compatibles avec les douilles retrouvées rue Maple Avenue. L'analyse du téléphone de Caitlin Armstrong, obtenue dans le cadre d'une perquisition, révèle plusieurs éléments accablants. D'abord, Caitlin avait consulté le compte Strava de Mo Wilson de façon répétée, régulièrement, pas une fois pour curiosité, des dizaines de fois. Elle suivait les entraînements de Mo. Elle connaissait ses habitudes, ses itinéraires. Ensuite, elle avait parcouru le profil Instagram de Mo Wilson plusieurs fois dans les semaines précédant le meurtre, avec une fréquence qui dépasse la curiosité ordinaire. Et enfin, voici le détail qui a provoqué un silence dans la salle d'audience lors du procès. Les données de son téléphone montrent qu'elle avait recherché l'adresse où Mo Wilson était hébergé à Austin. Elle savait où Mo était, avant de venir. Ce n'était pas un crime d'opportunité. C'était prémédité. Quelques jours après le meurtre, un témoin anonyme contacte la police. Ce témoin raconte qu'en janvier 2022, soit 4 mois avant le meurtre, Caitlin Armstrong avait découvert que Colin avait eu une relation avec Mo pendant leur rupture de l'automne 2021. Caitlin était en colère, tremblait de rage. Elle avait dit explicitement qu'elle voulait tuer Mo Wilson et qu'elle était sur le point d'acheter une arme. Ce témoignage, combiné aux données balistiques, aux images de surveillance, à la cartographie GPS, complète un tableau que les enquêteurs décrivent comme l'un des dossiers les mieux documentés qu'ils aient instruits. À ce stade, les enquêteurs sont prêts à arrêter Caitlin Armstrong pour meurtre. Ils obtiennent un mandat d'arrêt. Ils se mettent en route pour son domicile. Mais quand ils arrivent, Caitlin Armstrong n'est plus là. Elle a disparu. Caitlin Armstrong a quitté le Texas le 18 mai 2022, soit 7 jours après le meurtre. Elle n'a pas utilisé son propre passeport. Elle a utilisé celui de sa sœur, Christy Armstrong. Un passeport frauduleusement modifié pour correspondre à sa photo. Itinéraire: Austin, Houston, New York, Newark International Airport, San José, Costa Rica. Aller simple, pas de retour prévu. Les enquêteurs découvrent son départ grâce à l'analyse de ses comptes Gmail obtenus par mandat de perquisition. Ils trouvent la confirmation de billets, la destination, l'hôtel réservé à Santa Teresa Beach, une station balnéaire sur la côte pacifique du Costa Rica, connue pour ses surfeurs, son ambiance bobo internationale et sa popularité auprès des voyageurs occidentaux. Les images de la caméra de surveillance de l'aéroport Austin-Bergstrom la voient en train d'embarquer. En 43 jours, Caitlin Armstrong va devenir l'objet d'une traque internationale. Vous vous souvenez du détail que j'avais promis de vous révéler? Le retrouver dans les données de navigation de son téléphone depuis le Costa Rica? Le voici. Le 27 mai 2022, soit 16 jours après le meurtre, 9 jours après sa fuite, une adresse email liée à Caitlin Armstrong effectue une recherche Google depuis le Costa Rica. La recherche? Caitlin Armstrong. Elle cherchait son propre nom dans les actualités. Elle voulait savoir si les enquêteurs l'avaient identifié, si son nom avait été rendu public.
si elle avait la chance de s'en sortir. Parmi les articles qu'elle consulte ce jour-là, un article intitulé « Meurtre de Moria Wilson, Colin Strickland en fuite jusqu'à ce que Caitlin Armstrong soit retrouvée ». Elle savait qu'il la cherchait, et elle a quand même continué à se cacher. D'autres recherches sont encore plus troublantes. Le 23 juin 2022, 6 semaines après sa fuite, une même adresse email cherche « Est-ce qu'une ananas peut brûler vos empreintes digitales ?» Plusieurs recherches similaires sur la même thématique suivront. Elle cherchait un moyen de modifier ses empreintes digitales pour qu'elles ne correspondent plus aux fichiers biométriques américains. Caitlin Armstrong ne s'est pas contentée de changer de pays. En 43 jours au Costa Rica, elle a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour modifier son apparence. Son nez a été refait, ses cheveux ont été coupés courts et teints. Elle s'était créée une nouvelle vie. Elle donnait des cours de yoga sous de faux noms dans la région de Santa Teresa. Elle s'était créée une nouvelle vie. Les US Marshals, le service fédéral spécialisé dans la traque de fugitifs, prennent la main sur l'affaire. Ils déterminent que Armstrong est probablement dans la région de Santa Teresa, mais la trouver dans cette zone parmi des milliers de touristes et de résidents étrangers n'est pas simple. Alors ils jouent avec ce qu'ils savent d'elle. Caitlin Armstrong est professeure de yoga. C'est son identité profonde. Même en fuite, même avec un nouveau visage, elle continue à enseigner le yoga. Un opérateur des US Marshals publie une petite annonce sur les réseaux sociaux locaux « Recherche professeur de yoga dans la région de Santa Teresa ». Caitlin Armstrong répond à l'annonce. Elle accepte de rencontrer l'opératrice. Le 29 juin 2022, 43 jours après sa fuite, les US Marshals se présentent dans un hôtel appelé Dungeons à Santa Teresa Beach. Armstrong est là. Elle a des bandages sur le nez. Les séquelles de la chirurgie sont encore visibles. Ses cheveux sont courts, décolorés. L'officier qui l'arrête dit qu'il n'a eu aucun doute. Il l'a reconnue à ses yeux. Elle est arrêtée sur place, rapatriée aux États-Unis sous escorte. Le 21 juillet 2022, elle est mise en examen devant le tribunal du comté de Travis, Texas. Elle plaide non coupable. Elle est maintenue en détention, caution fixée à 3,5 millions de dollars. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en octobre 2023, un mois avant le début de son procès, Caitlin Armstrong tente de s'évader une dernière fois. Elle est escortée vers un rendez-vous médical en dehors de la prison. Dans la salle d'attente, elle s'éclipse par une fenêtre de toilette. Elle court. Elle est rattrapée à moins d'un pâté de maison. Les 2 officiers qui l'ont poursuivie sont légèrement blessés. Une charge d'évasion est initialement ajoutée. Elle sera ensuite abandonnée. Son procès commence le 1er novembre 2023. 3 semaines d'audience. Devant la juge Branda Kennedy. 12 jurés, 9 femmes, 5 hommes, plus 2 suppléants. Caitlin Armstrong choisit de ne pas témoigner. C'est son droit constitutionnel aux États-Unis. L'absence de témoignage ne peut pas être retenue contre elle par le jury. La défense tente plusieurs angles. D'abord, une attaque sur les éléments de preuve. Les avocats de la défense déposent ce qu'on appelle en droit américain une Frank's Motion, une requête visant à annuler les preuves recueillies au motif que les affidavits utilisés pour obtenir les mandats de perquisition contenaient des informations erronées. Cette requête est rejetée. Ensuite, la défense tente de semer du doute sur l'identification du Jeep noir. Les images de surveillance sont granuleuses. On ne voit pas de conducteur clairement. Peut-être que quelqu'un d'autre conduisait le véhicule ce soir-là. Le procureur Ricky Jones présente les preuves méthodiquement. 1. Les données GPS du Jeep d'Armstrong qui la place rue Maple Avenue le soir du 11 mai, garé dans la ruelle pendant au moins 30 minutes avant le meurtre. 2. L'analyse balistique. Le pistolet Sig Sauer P365 retrouvé au domicile correspond aux douilles de la scène de crime. 3. Les données Strasa et Instagram. La surveillance répétée du compte de Mo Wilson pendant des mois. 4. Les données Gmail, la confirmation de fuite, les recherches de son propre nom, les recherches sur les empreintes digitales. 5.
le faux passeport et les chirurgies esthétiques, qui, selon la loi américaine, constituent des actes de conscience de culpabilité. 6. Le témoignage de Colin Strickland, qui confirme l'histoire de la jalousie, les dissimulations et achète les armes. Colin Strickland témoigne pendant plusieurs jours. Les jurés l'écoutent attentivement. 7. Le témoignage anonyme rapporté sur les menaces proférées par Armstrong en janvier 2022. Le procureur Jones prononce son réquisitoire en s'adressant directement au juré. Elle a garé son Jeep à l'entrée de la ruelle, elle a coupé le moteur. Elle y restait là, dans le noir, pendant au moins 30 minutes avant le meurtre. Puis elle l'a rallumé quelques minutes plus tard. Cette personne avait le temps de réfléchir, de calculer, de choisir. Elle était égoïste, totalement égoïste. Et il leur demande de penser aux 16 mois qui se sont écoulés depuis le meurtre. 16 mois pendant lesquels la famille de Mo Wilson a vécu avec ce vide. La mère de Mo Wilson, Karen Wilson, prend la parole pendant la phase de détermination de la peine. « Quand vous avez tiré sur Moraya dans le cœur, vous m'avez tiré dans le cœur à moi, et à Eric, et à Matt, et à tous ceux qui l'aimaient. » Le jury délibère 2 heures. 2 heures pour décider de la vie de Kathleen Armstrong. Le 16 novembre 2023, le verdict tombe. Coupable. Meurtre au premier degré. Le lendemain, après 3h30 de délibération sur la peine, le jury recommande 90 ans de prison, une amende de $10 000. La juge Kennedy accepte la recommandation. Kathleen Armstrong est condamnée à 90 ans de réclusion. Elle sera éligible à une libération conditionnelle après avoir purgé 30 ans. Elle a fait appel. En janvier 2025, la Cour d'appel du Texas a rejeté cet appel et confirmé la condamnation. Elle purge actuellement sa peine à la Dr. Lane Murray Unit, une prison pour femmes, au Texas. Le 6 mai 2024, les parents de Mo Wilson déposent une plainte civile contre Armstrong, une action en responsabilité civile pour mort injustifiée. Ils réclament initialement $1 million. Le 17 juin 2024, un juge condamne Armstrong à payer $15 millions à la famille Wilson. 3 jours après le dépôt de la plainte, Armstrong avait vidé ses comptes bancaires et transféré ses actifs à sa mère, sa sœur et Colin Strickland. La loi prévoit des mécanismes pour récupérer ces transferts frauduleux. La bataille juridique continue. L'affaire Kathleen Armstrong a suscité une attention médiatique considérable aux États-Unis, au-delà du simple fait divers criminel. Elle a mis en lumière plusieurs questions qui méritent d'être posées. La première, la jalousie comme mobile de meurtre n'est pas une nouveauté criminologique. Mais ce qui distingue cette affaire, c'est la préméditation froide qui l'accompagne. Ce n'est pas un crime de passion, dans le sens classique, une explosion incontrôlée. C'est une préméditation longuement mûrie. Des mois de surveillance sur Strava, une arme achetée, une nuit choisie, 30 minutes garées dans le noir à attendre. La différence entre passion et préméditation est précisément ce qui a conduit le jury à retenir le meurtre au premier degré plutôt qu'une qualification moindre. La deuxième question, le rôle de Colin Strickland. Il est légalement innocent. Les enquêteurs l'ont écarté rapidement et définitivement. Mais moralement, la question est plus complexe. Il a menti à Kathleen sur sa journée avec Mo. Il a caché la relation. Il a mis en contact 2 femmes dont l'une avait clairement exprimé une menace contre l'autre. Est-ce qu'il aurait pu éviter ça? C'est une question que personne ne peut trancher avec certitude. La troisième, la vitesse à laquelle Armstrong a été identifié est remarquable. Mais la fuite a quand même été possible. Les 43 jours qu'elle a passés en liberté sont 43 jours de plus de souffrance pour la famille Wilson. Le mandat invalidé à cause d'une erreur de date de naissance est le genre de détail administratif qui, dans d'autres affaires, peut faire basculer une enquête. Dans le monde du cyclisme gravel américain, le meurtre de Mo Wilson a provoqué un choc profond. Mo était en train de devenir l'une des figures montantes d'un sport en plein essor. Sa mort à 25 ans, au seuil d'une carrière prometteuse, a laissé un vide. En 2025, Netflix a diffusé un documentaire intitulé « The Truth and Tragedy of Moraya Wilson »,
revenant sur l'affaire avec de nouveaux éléments et des témoignages inédits. Sa mémoire vit dans les courses qui lui sont dédiées, dans les hommages de ses collègues athlètes, dans ce que ses proches disent d'elle invariablement, lumineuse, généreuse, présente. Ce qui me reste de cette affaire, c'est la recherche Google. Armstrong. Elle est au Costa Rica. Elle a changé de visage. Elle a un faux nom. Elle enseigne le yoga sous la paume des cocotiers. Et depuis son téléphone, elle cherche son propre nom dans les actualités. Ce n'est pas le geste d'une personne qui a avancé. C'est le geste de quelqu'un qui ne peut pas ne pas regarder, qui sait ce qu'elle a fait et qui vérifie si le monde l'a su aussi. Caitlin Armstrong n'a pas fui la justice, elle a fui elle-même. Et on ne peut pas faire ça, peu importe à quel point on change son visage. Il y a une question que je ne peux pas résoudre entièrement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 30 minutes où le Jeep était garé dans la ruelle? Les données GPS placent le véhicule là. Les images de surveillance confirment. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur de ce Jeep, ce que Caitlin Armstrong a pensé, ressenti, choisi pendant ces 30 minutes dans le noir, ça, on ne le sait pas. A-t-elle hésité? A-t-elle failli repartir? Ou était-elle déjà au-delà de l'hésitation, dans une résolution froide qui ne laissait plus de place au doute? Le procureur l'a dit, cette personne avait le temps de réfléchir. Elle a choisi de continuer. Mais le chemin intérieur qui mène à ce choix-là, il reste pour moi la partie la plus troublante et la plus opaque de cette affaire. Si cette histoire vous a tenu en haleine, si vous pensez que Mo Wilson mérite d'être connu pour sa vie autant que pour sa mort, partagez cette vidéo. Mon travail sur cette chaîne, c'est d'analyser ces affaires avec rigueur et avec respect, de ne pas réduire les victimes à leur fin tragique, et de permettre à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Maria Wilson de savoir qui elle était. Elle avait 25 ans. Elle était diplômée de Dartmouth. Elle avait abandonné le ski pour le vélo et était en train de se construire une carrière exceptionnelle. Elle avait ce genre de sourire qu'on ne voit que chez les gens qui font vraiment ce qu'ils aiment. Et elle est venue à Austin pour courir une course. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, une nouvelle affaire, documentée, analysée, racontée avec le soin qu'elle mérite. La prochaine affaire que je prépare commence elle aussi par une disparition et débouche sur une révélation que personne n'avait anticipée. Je vous retrouve très bientôt. C'était Crimo.